Eh bien, nous voilà de retour. Me voilà plongé dans un univers onirique, non, qui fait un peu peur quand même, hein, un peu peur. Mais bon, on a eu le temps de modifier le studio. Vous voyez que c'est absolument admirable. Et pourquoi présenter une horreur pareille en termes de, non pas que, non pas qu'on soit des fans d'Halloween, mais euh, on va parler facilitation. Euh, Christian va en parler. Et la facilitation, c'est quand même un phénomène assez incroyable. Je vous le disais ce matin en introduction, un facilitateur, c'était il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, considéré comme un amuseur public, un clown, quelqu'un qui, voilà, on ne savait pas trop quoi en faire. On lui faisait faire des petits jeux au cours des séances de travail, des séances de réunion. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que dans un monde aussi complexe, euh, qui doit faire une grande place à l'innovation, qui doit utiliser des techniques nouvelles, que sont enfin nouvelles. Je parle du design thinking, mais c'est pas si nouveau que ça. En tout cas, nos approches en termes de travail collaboratif, en termes d'innovation, ont été radicalement transformées ces dernières années. Et aujourd'hui, un facilitateur, c'est plus un clown, c'est plus un amuseur public, c'est un élément essentiel en matière de productivité dans les moments de travail collectif. Donc on a la chance d'accueillir en ce début d'après-midi Christian qui est un pilier du MFQ et qui porte la facilitation depuis de nombreuses années chez nous. Aujourd'hui, son groupe n'a jamais désempli. La créativité de ce groupe et les livrables qu'il nous produit régulièrement sont d'une richesse incroyable. Christian, c'est quoi la magie de ton club finalement? Euh, Bonjour, tout d'abord, merci Serge pour l'introduction. La magie du club, je crois que c'est les membres déjà qui participent au groupe, et puis c'est leur envie de travailler collectivement. Après, le facilitateur, il est là pour mettre en place les conditions, pour faciliter tout ça en termes d'environnement de travail, en termes de design de l'agenda de l'atelier, d'accompagnement du groupe. Voilà, c'est ça la magie. Vraiment, c'est assez simple. Donc c'est un super animateur, quoi. Alors, ouais, il y a quelques différences au niveau de la posture. La grosse différence, j'en avais déjà parlé, c'est qu'un facilitateur, finalement, il n'intervient pas dans le contenu, dans la production. Il travaille uniquement sur le fait de mettre en musique le fonctionnement du groupe, et il est neutre par rapport au contenu, contrairement à un animateur qui potentiellement pourrait apporter son expertise et participer justement à l'élaboration du contenu. Voilà, c'est ça la différence majeure. Mais voilà, la frontière est assez ténue entre les deux. Alors, en revanche, il y a un truc qui m'a toujours épaté parce que tu es un groupe, tu fais partie des clubs sur le territoire franc-comtois qui a une des longévités les plus importantes. Euh, Qu'est-ce qui fait que finalement les adhérents, les entrepreneurs, les consultants, enfin, tous les acteurs du territoire continuent à fréquenter ce club de manière aussi assidue depuis aussi longtemps, quoi. Oui, une bonne question. Si vous permettez, je vais vous partager un ou deux slides que j'ai présentés et Avec qui plaisir. probablement va vous donner des éléments de réponse. Et puis on pourra rediscuter dessus par la suite et enrichir avec des questions-réponses, même à l'intérieur de la présentation. Voilà, si vous voulez me couper pour préciser un point, il n'y a pas de souci. J'ai partagé mon écran pendant un petit moment. C'est bon, le partage est Bon, efficace, ouais. ok. Alors, bon, si je reprends, ça va donner un élément de réponse et compléter ce que je disais précédemment sur la dynamique et sur le fait voilà, d'être un groupe relativement ancien au sein du MFQ.
quand en 2013, on s'est lancé dans la création de ce groupe de pratique avec 2 ou 3 collègues enthousiastes et probablement un peu inconscients, on n'imaginait pas finalement que 8 ans, quasiment 9 ans après, déjà le groupe existerait toujours. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Et puis surtout qu'on aurait pu mener 45 ateliers facilités à chaque fois, c'est-à-dire avec un design de process, un agenda, un objectif de livrable, et 45 ateliers qui, chaque atelier, mobilise entre 5 et 10 personnes à chaque fois. Donc voilà, si vous faites la multiplication, ça vous donne un nombre de participants cumulés qui est quand même relativement important. Et le deuxième élément, c'est que finalement, le groupe il s'est développé un peu à l'insu de notre plein gré, dans la mesure où quand on a posé les bases, quand on a fait la première réunion de lancement de ce groupe, on n'imaginait pas qu'on allait aller explorer toutes les thématiques qu'on a finalement explorées, tous les sujets qu'on a traités pendant ces 45 ateliers. Et c'est là où je disais tout à l'heure que c'est finalement le groupe, l'envie des participants qui fait beaucoup de choses. Bah, effectivement, parce que les sujets, ils viennent du groupe, ils sont alimentés, ils sont enrichis par les propositions qui sont faites à l'intérieur du groupe. Et c'est ça qui fait avancer. Et cette alimentation, je dirais, elle est boostée, à mon sens, par la diversité qu'on a au sein de ce groupe, à la fois en termes de métier, puisqu'on a des facilitateurs de métier, bien évidemment, mais on a aussi des personnes qui sont dans des métiers, on va dire, connexes, et qui s'intéressent aux techniques, aux outils de la facilitation, qui peuvent réutiliser dans leurs activités quotidiennes. Donc on a des coachs, des consultants, des gens de l'industrie, des chefs de projet, responsables qualité, etc. Ça, c'est le premier volet de la diversité qui amène toujours quelque chose d'assez enrichissant en termes de croisement des expériences. Et puis la deuxième diversité, elle est au niveau des secteurs, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir dans le groupe des membres à la fois du secteur privé, public, associatif et indépendant. Donc tout ça, ça fait un bon mix qui derrière permet d'aller enrichir notre ADN qu'on avait posé depuis le début. Par contre, celle-là, elle existe toujours, elle est bien là. C'est-à-dire que en fait, on a 3 piliers dans le groupe. Donc, c'est l'exploration, l'apprentissage et l'entraide. Et voilà, tout ce qu'on fait tourne autour de ça. Et plus concrètement, et ça va vous donner peut-être des explications sur pourquoi finalement les participants continuent à venir, et que le groupe fonctionne toujours. On aborde des thématiques assez différentes. On a des thématiques de fond sur la facilitation, sur voilà, qu'est-ce que c'est que la posture du facilitateur, quelle est la relation avec le groupe, comment on gère la dynamique de groupe, voilà, toutes ces problématiques et ces thématiques qui font partie du métier du facilitateur. Mais à côté de ça, on teste également des outils, parce que c'est un lieu dans le groupe où il n'y a pas d'enjeu, en fait. Donc on peut se permettre de tester, d'explorer, et également de rater, des fois, ça nous arrive. Et pour le coup, les outils, voilà, on a été bien content d'avoir cet espace-là au sein du MFQ pour, au moment du confinement, aller tester et puis se familiariser avec tous les outils numériques. Parce que, franchement, ça nous a bien aidé. Les premières séances étaient quand même un peu, un peu laborieuses. Et à force d'utilisation, on a progressé, on s'est enrichi mutuellement. On a testé des outils, on a vu ceux qui marchaient, ne marchaient pas, dans quelles conditions il fallait les utiliser. Donc c'était vraiment un super lieu d'apprentissage et d'expérience. Et puis en gros, tu es en train de dire, volet, excuse-moi, oui, vas-y, tu es en train de nous dire qu'il y a eu un effet d'aubaine de la crise sanitaire sur la facilitation. Alors sur la facilitation à distance. D'accord. Ce qui s'est développé en raison de la crise sanitaire, mais qui existait déjà auparavant. C'est une thématique, la facilitation à distance, qui existe depuis une petite dizaine d'années maintenant.
et qui forcément s'est développé ces derniers temps, oui, par un effet d'aubaine, forcément. Euh, je termine juste sur la troisième problématique qui, à mon sens, répond aussi grandement au pourquoi le groupe continue à fonctionner, c'est que on travaille sur des sujets concrets qui sont amenés par les participants, qui sont alimentés par les discussions qu'on peut avoir au sein du groupe et en dehors. Donc là, clairement, ben voilà, je dirais, c'est un peu le Graal en tant que participant du groupe de venir avec son sujet, puis de dire, voilà, j'ai une problématique que j'arrive pas à régler tout seul, je fais appel au groupe pour m'aider à avancer sur mon sujet, à défricher telle partie sur laquelle je suis bloqué, à m'aider à concevoir un design pour animer une séance ou pour accompagner un client. Voilà, donc, et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très valorisant parce qu'on repart avec des solutions qui sont très concrètes, qui parlent à chacun, dans lesquelles chacun peut se projeter et faire le parallèle avec des situations qu'il a lui-même vécues. Donc c'est très fort. Voilà pour moi je dirais pas les principales raisons, mais enfin des raisons qui peuvent expliquer voilà, que le groupe continue de fonctionner. J'ai volontairement mis de côté la partie animation parce que bon, voilà, ça fait partie, ça fait partie du fonctionnement d'un groupe, d'un réseau. Mais pour moi, clairement, voilà, les sujets de fond qui drivent le groupe, c'est ceux que j'ai posés ici. Je peux me permettre une petite question indiscrète. Vas-y. Et toi, qu'est-ce qui te fait tenir? Parce que quand même, je constate au fil du temps que c'est beaucoup d'énergie que tu consacres à ce groupe de travail, beaucoup de passion que tu partages. Euh, Comment ça se fait que tu tiens encore le coup? Bah, parce que j'ai des choses en retour. Moi, j'aime bien, comme je dis toujours, j'aime bien faire travailler les gens. Donc là, clairement, voilà, c'est dans cette optique-là. C'est-à-dire que, comme je le disais, moi, en tant que pilote du groupe, je facilite l'animation du groupe. Donc, je fais voilà, j'applique des méthodes de facilitation et des outils pour animer, pour maintenir l'intérêt autour du réseau. Et, bah, oui, pour moi, c'est la production qui est le moteur, parce que quand je vois la production qu'on a sur certains ateliers, que vous pouvez voir quand on diffuse les comptes rendus, hein, mais qui encore, les comptes rendus ne sont qu'une partie, pour moi, infime de ce qu'on peut retirer d'un atelier facilité, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas l'ambiance, on n'a pas le feeling, on n'a pas le ressenti de la dynamique, même si on peut mettre des photos, faire des choses comme ça, voilà, on n'était pas dedans. Donc ça donne une idée, mais c'est pas tout. Donc pour revenir à cette production, moi enfin, je suis bluffé par la qualité de la production qu'on arrive à sortir sur des séances de 2 heures tout compris, c'est-à-dire quand on enlève l'accueil, la clôture, etc. Bon, en gros, on a une heure et demie, une grosse heure et demie de travail sur un sujet. Et la production est parfois tout simplement bluffante, quoi. Ah, juste sur une question me taraude quand même, parce que finalement, quand je t'écoute parler, je comprends le niveau de maîtrise et le niveau de connaissance du groupe qui augmente au fur et à mesure du temps. On le voit dans vos comptes rendus, je veux dire, ça devient... ouais, et des fois, je suis extrêmement impressionné par le travail que vous réalisez. Euh, Comment quelqu'un qui débarque, qui se dit, moi je sais pas, je suis manager, je suis chef d'équipe, je suis responsable qualité, je dois animer des réunions, j'aimerais bien acquérir ces techniques de facilitation, partager mes problématiques avec les autres. Comment ça se passe l'immersion dans ton groupe? Parce que ça fout un peu la trouille quand même. On a l'impression que c'est un petit peu une espèce de cercle un peu fermé. On peut avoir peur de pas être du tout à de pas être à la hauteur du groupe. Dire, et puis un problème de pudeur. Dire, si je viens dans ce groupe, bah, je vais être un peu obligé de me mettre à poil parce que je vais devoir parler avec mes tripes et partager des choses. Donc, comment ça se passe l'arrivée d'un nouveau chez vous?
Alors là, il aurait fallu que ça soit justement des participants qui s'expriment. Mais globalement, je dirais que ça se passe bien. Et pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, le groupe, comme je l'ai présenté là, dans les trois piliers de départ, hein, une partie de son ADN, c'est l'apprentissage. Donc, ce qui veut dire qu'à la base, on ne connaît pas, mais on cherche à monter en compétences. Donc, tout le monde est en ligne là-dessus. Et puis, un autre des piliers, c'est l'entraide. C'est-à-dire que, voilà, on s'est voulu comme un groupe de pratique, d'échange de pratiques, justement pour ça, c'est-à-dire, bah, j'ai un problème, je ne sais pas comment le traiter, voilà, j'ai pas de honte finalement à dire que je ne sais pas traiter mon problème tout seul, et je fais appel à la puissance du groupe, à la puissance collective pour m'aider à le résoudre. Euh, Ça se passe en général très bien, hein. Et il y a une autre raison qui fait que pour moi ça se passe très bien, c'est à l'intérieur du groupe, quand on fait des séances, chacun peut prendre la place qu'il veut. C'est-à-dire il peut y avoir un commanditaire qui a amené le sujet, qui a aidé à poser le cadre, à définir l'objectif qui était souhaité pour la séance. Il peut y avoir un animateur, et puis il y a les participants. Et au niveau des participants, on a tous les degrés de compétences, et puis de motivation. Et je dirais que c'est heureux parce que si on avait un groupe trop homogène, je pense, et je fais le parallèle avec la diversité que je notais au début, je pense que un des moteurs, c'est aussi la diversité. C'est-à-dire que quand on a une pluralité de points de vue, une pluralité de connaissances, une pluralité d'expériences, eh ben, c'est ça qui fait la richesse d'une production. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent en ce moment sont des spécialistes, sont en phase de découverte, etc. Mais concrètement, tu pourrais nous dire la boîte à outils du facilitateur, concrètement, c'est quoi en un ou deux exemples comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je ne serai plus animateur dans une démarche participative, mais je serai facilitateur dans une démarche collaborative, par exemple. J'utilise quoi comme outil que j'utilise pas traditionnellement dans une Ouais. réunion, quoi, parce que des réunions, on en fait tous. Alors en fait, je dirais que comme tu le dis maintenant, l'utilisation des outils, elle s'est un petit peu démocratisée par un ensemble de métiers. Euh, Tu parlais du design thinking tout à l'heure. On a beaucoup de métiers qui tournent autour de l'agilité, comme les Scrum Masters, etc., qui utilisent des outils qu'on utilise également en agilité. Donc je dirais que la différence, elle ne se fait pas tant sur les outils, mais j'irais même plus loin en disant qu'il n'y a pas une boîte à outils. Enfin, la boîte à outils du facilitateur, elle est énorme. Parce qu'en fait, on n'a pas une solution qui répond à tous les cas qui sont posés, mais on a une solution qui est adaptée à la problématique qu'on cherche à régler. Donc, on va prendre en compte le contexte du sujet qui est apporté, on va prendre en compte l'objectif qui est demandé par le livrable, on va également s'assurer de la composition du groupe. Je parlais tout à l'heure de la diversité, mais il y a aussi la question de la maturité du groupe d'un point de vue de la dynamique collaborative. On va s'assurer également, au final, je passe un certain nombre d'étapes, mais on va construire un process, un agenda au cours de cet atelier, de cette séance qui va être facilitée, qui va passer par différentes étapes, par différents jalons, pour permettre au groupe d'arriver à l'objectif qui est demandé par le commanditaire. Et forcément, une fois qu'on a dit ça, on a des designs qui sont euh, différents d'une situation à l'autre, même si on se retrouve souvent dans un cadre qui est relativement courant, qui est celui de l'accueil, l'inclusion, l'exploration avec les phases de divergence, convergence, et puis une clôture, une déclusion. Voilà. Nous, ce qu'on fait dans le groupe de facilitateurs, c'est qu'on ajoute également, quand le timing nous le permet, une partie de débriefing sur ce qui s'est passé pendant la séance.
Ça permet d'amener aux différents participants, à l'animateur, au commanditaire, voilà, un petit moment de partage qui est assez proche de la co-vision finalement, où voilà, les pairs vont, en fonction de ce qu'ils ont ressenti, de leur expérience, de comment ils ont perçu le sujet, vont pouvoir amener quelques éléments comme ça pour aider à soit améliorer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui a été proposé, ou tout simplement pour faire un retour qui est souvent positif d'ailleurs. Donc, ouais, si je reviens sur la question de la boîte à outils, c'est très difficile de répondre comme ça, mais on va retrouver des outils qui vont faire, en fonction du besoin, on va utiliser des outils de créativité. S'il faut aller chercher un consensus autour d'un sujet, ben, on va travailler plutôt sur voilà, des approches cherchant à optimiser le consentement des participants par des approches itératives. Bon, voilà, c'est assez varié. C'est ça qui est bien aussi. Mais quand c'est que vous allez nous proposer un petit manuel du facilitateur qui regroupe l'expérience de vos 45 réunions de travail? euh, Ouais, le résultat serait brillant, je pense. Ou alors, bon, il faut qu'on se débrouille au MFQ pour... tiens, on ouvre proposition de stage pour 2022. Nous recherchons un étudiant en communication, marketing, pour nous aider à constituer un manuel du facilitateur sur la base de l'expertise de notre club qui vient de nous être présenté. effectivement, c'est une bonne idée. On en a déjà discuté l'an dernier, je crois, de mémoire. Ouais. On s'était un petit peu mis ça dans notre roadmap. Et puis, bon, pour être honnête, hein, c'est quelque chose qui prend du temps d'écrire un manuel, même si on ne vise pas non plus à faire quelque chose exceptionnel, mais ne serait-ce que se replonger dans tous les ateliers, en tirer l'essentiel, mettre ça en forme, c'est quand même un travail qui est assez conséquent. Et pour être honnête, on n'a pas trouvé le temps jusqu'à présent, quoi. Donc, envoyez, donc le message est passé, envoyez vos CV à Camille Vernier qui fera le tri et se fera un plaisir d'accueillir un jeune cerveau en pleine ébullition pour valoriser l'ensemble de ce travail. Juste une dernière question Ouais. qui me traverse l'esprit, Christian, c'est on a eu la chance, et l'immense chance, parce que c'était un moment de bonheur de recevoir Étienne Appert il y a quelques jours, qui nous a fait une conférence dessinée. Je pense que c'est un grand monsieur et qui porte des valeurs assez incroyables. Et du coup, qui me fait penser à la facilitation graphique. Parce qu'on parle de facilitation, on parle aussi de facilitation graphique. C'est quelque chose que vous pratiquez? Oui, oui, tout à fait. La facilitation graphique, c'est un des outils de la facilitation, en fait. Enfin, c'est une branche. Euh, il y a énormément il y a un peu une tendance à se spécialiser actuellement dans la facilitation. Donc, je dirais plutôt que la facilitation graphique est une branche de la facilitation qui se développe de son côté, avec elle-même plusieurs sous-branches, en fonction de qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation du visuel. Mais oui, clairement, on le fait et ça reste un outil de base parce que quand on a un groupe de 5, 10, 15 ou même plus 30 ou 50 personnes, il faut se donner tous les moyens d'aller capter l'attention et de faire partager les idées, de s'aligner sur le contenu. Et l'utilisation du visuel est un outil important. Ouais. Après, encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait de ce visuel, quoi, comment on l'utilise, à quel moment de la séquence et dans quel but. Si on parle d'un outil, c'est toujours la question d'un outil, d'accord, mais pourquoi faire? Est-ce que je prends un marteau ou un tournevis? Ça dépend si tu veux planter un clou ou visser une vis. En tout cas, merci Christian. J'espère que ta passion a été partagée et que ton groupe continuera à attirer une foule de nos adhérents. Je- On va Et passer. si tu permets, Serge, Oui, je vais juste présenter un dernier je slide, parce t'en que je prie. disais tout à l'heure, et je m'arrêterai là-dessus après, promis. Je disais tout à l'heure que voilà, le mieux aurait été de donner la parole aux participants. Bah, en fait, la parole des participants, je peux faire comme si je l'avais, tout simplement en vous présentant, voilà,
cette photo-là que j'avais prise. Ah, j'en reconnais certains quand même, hein. Voilà, t'en connais certains, oui, oui. C'est une photo que j'avais prise. J'ai essayé de les masquer pourtant parce que j'avais pas leur accord pour diffuser, donc je leur ai mis un petit masque. Mais voilà, c'est une Il n'est photo pas que bien j'avais placé, prise. il n'est pas très Covid ton masque, mais ça fait rien. Ouais, c'était L'intention avant. était louable. C'était avant. Voilà, c'est une photo que j'avais prise justement en séance de clôture d'un atelier avec un certain nombre de participants où on leur avait demandé de se positionner justement par rapport au contenu et à ce qui s'était passé dans l'atelier. On avait placé au sol des différentes bornes, différents jalons, et puis en demandant aux gens de se positionner. Pour moi, on a ici finalement ce qui résume ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire le côté génial de l'ambiance qu'ils y avaient trouvé, hâte d'avoir la prochaine. Quelque chose de surprenant, parce que c'est effectivement des méthodes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs, même si ça commence à se démocratiser. Et puis, on avait un quatrième jalon au sol, hein, qui était plus négatif, et personne ne s'est mis dessus. Mais promis, c'était pas truqué. Voilà, j'arrête là. Ouais, non, franchement, ça fait envie, quoi. Donc, quand même, on va passer, parce qu'on a le droit, on va passer à la séquence jeu. Et puis, honnêtement, je voyais pas d'autres lots à offrir que le fameux livre d'Étienne Appert, Penser, dessiner, révéler, parce que c'est au MFQ, c'est devenu un petit peu la Bible de tout le monde. Et puis Étienne est tellement une belle personne que ça fait du bien de se plonger dans sa technique. Donc une question que Christian m'a proposée, il m'a dit qu'elle était extrêmement simple, qui est, alors préparez vos petits doigts sur mutin sur votre clavier. Si vous avez un Nokia 310, ben ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est tant pis pour vous. La question du jour est: quel est le différenciateur majeur entre une démarche participative et une démarche collaborative? Vous n'avez rien compris à la question? Je vais vous donner les réponses possibles, ça va être beaucoup plus simple. Donc A, la posture de l'animateur. B, le mode de décision. C, les outils utilisés. D, la taille du groupe. E, il n'y a pas vraiment de différence. Quel est le différenciateur majeur entre une démarche participative et une démarche collaborative? Séquence jeu. À vos téléphones, envoyez des SMS pour gagner le livre d'Étienne. Je crois que nous avons la bonne réponse. Camille appelle notre gagnant ou notre gagnante. Vous avez vu l'effet magique, la table vient de baisser. Il y a eu un petit... Allô. Bonjour madame, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Isabelle. Ah, Isabelle. Eh bien, bienvenue. Alors peut-être que tu as déjà une petite idée de ce qui s'y passe dans ce club des facilitateurs, Isabelle. Oui, tout à l'heure. Bon, alors donne-nous la... Club Carbone. Voilà, donne-nous la bonne réponse. L'animateur, ouais. Donc la posture de l'animateur, effectivement. Eh Bravo. bien, Isabelle, vous venez de remporter ce fabuleux ouvrage Penser, dessiner, révéler. Et je vais céder tout de suite la place à Laurent Guillon qui va venir nous Merci, faire un Isabelle. petit À retour bientôt. sur le club RSE Expert. Attention, ça va détonner.